Le 8 avril 1336, dans le village de Ketch, au sud de Samarcande, un enfant vient au monde. La légende raconte qu'il naît les poings fermés sur des caillots de sang. Son père, chef de la tribu Barlas, décide de le nommer Timour, ce qui signifie « fer » en langue turco-mongole. Personne ne sait encore que ce nouveau-né va devenir l'homme le plus craint de son époque, celui qui transformera des villes entières en charniers et qui érigera des monuments macabres avec les têtes de ses victimes. La région où naît Timour traverse une période chaotique. L'empire mongol de Gengis Khan s'est effondré en plusieurs royaumes qui se déchirent continuellement. La Transoxiane, territoire entre les fleuves Amou Daria et Sir Daria, n'est plus qu'un terrain de guerre permanent où les seigneurs locaux s'entretuent pour le pouvoir. Le jeune Timour grandit dans cet univers de violence. Son père, contrairement aux autres chefs de guerre, préfère l'étude à la bataille. Il transmet à son fils une éducation soignée, notamment une connaissance approfondie du Coran. Timour devient un lecteur assidu, capable de réciter de longs passages des textes sacrés, mais cette éducation raffinée ne suffit pas. À 16 ans, il s'engage auprès d'un chef turc local et commence sa vie de guerrier. En 1358, son protecteur est assassiné. Timour doit s'enfuir et se mettre au service d'un khan mongol qui vient d'envahir la région. C'est durant cette période trouble qu'il reçoit une blessure à la jambe droite lors d'un combat. La plaie ne guérit jamais correctement, le laissant boiteux pour le reste de sa vie. Timour devient alors Timur Ilang, Timour le boiteux. Les Occidentaux transformeront ce nom en Tamerlan. En 1363, Timour quitte le service des Mongols qui peinent à maintenir leur autorité. Il rejoint son beau-frère Husain, un chef turc ambitieux. Ensemble, ils soumettent la Transoxiane et prennent le contrôle de plusieurs villes. Leur alliance fonctionne pendant quelques années, mais Timour n'est pas homme à partager le pouvoir. À la fin de 1369, Husain est assassiné. Timour nie toute implication, mais les circonstances demeurent suspectes. Il épouse immédiatement la veuve de Husain, qui se trouve être la fille d'un khan mongol. Ce mariage lui apporte une légitimité dynastique précieuse. Les seigneurs de Transoxiane, impressionnés par sa ruse et sa force, viennent lui prêter allégeance. Timour se fait proclamer Amir al-Kabir, le grand prince, et fait de Samarcande sa capitale. Pendant 10 ans, il consolide son pouvoir, organise son administration, développe les routes commerciales. Samarcande prospère et attire des marchands de toute l'Asie. Timour embellit la ville avec des mosquées et des palais. Il invite des savants, des poètes, des artistes à sa cour. Mais en 1380, à l'âge de 45 ans, il décide qu'il est temps de conquérir le monde. Son armée est composée de cavaliers turcs et mongols, rapides et mobiles. Timour leur impose une discipline de fer. Chaque unité connaît exactement son rôle dans la bataille. Les espions infiltrent les villes avant les attaques. Les ingénieurs construisent des machines de siège sophistiquées. Cette organisation militaire exceptionnelle va lui permettre de remporter victoire après victoire. En 1380, Timour lance ses armées vers l'ouest. Il s'empare de Hérat en Afghanistan et fait construire des tours avec les têtes des défenseurs. C'est la première fois qu'il utilise cette méthode de terreur. Les tours servent d'avertissement aux autres villes. Résister à Timour signifie la mort pour tous. En Géorgie, il prétexte une guerre sainte contre les chrétiens pour ravager Tbilissi. Les églises sont incendiées, la population massacrée ou réduite en esclavage en Turquie orientale, à Van, il fait précipiter les défenseurs du haut de la citadelle. Les corps s'écrasent sur les rochers en contrebas pendant des heures. En 1387, Timour marche sur Ispahan, la grande métropole persane. Le gouverneur, terrifié par la réputation du conquérant, vient lui remettre les clés de la ville sans combattre. Timour accepte la reddition et ordonne à ses troupes de ne pas piller. Il fixe simplement une taxe que la population doit payer. 5000 soldats timourides circulent dans les rues pour collecter l'impôt et commercer avec les habitants. Mais le 16 novembre au soir, un incident banal déclenche une catastrophe. Un soldat timouride aborde une jeune fille dans la rue. Elle crie au secours, un tambour bat l'alerte. En quelques minutes, la population se soulève. Les habitants d'Ispahan, qui n'avaient pas été désarmés, massacrent 3000 soldats timourides.
Les corps jonchent les rues. Le sang coule dans les caniveaux. Le lendemain matin, le 17 novembre 1387, Timour arrive devant Ispahan avec le reste de son armée. Sa fureur est terrible. Si 3000 de ses soldats ont pu être tués aussi facilement, aucune ville ne le respectera plus. Il ordonne de faire le siège immédiatement. Ispahan résiste quelques heures, mais la ville a été désarmée la veille et ne peut tenir longtemps. Les portes cèdent rapidement. Avant l'assaut final, Timour donne des ordres très précis. Quelques quartiers doivent être épargnés, ceux où vivent des religieux respectés, et ceux où les habitants ont aidé ces soldats à s'échapper la nuit précédente. Pour le reste de la ville, l'ordre est simple et implacable. Tuer sans pitié jusqu'à ce que les bureaux aient enregistré le nombre de têtes fixées. Les soldats se ruent dans Ispahan. On ne pille pas, on ne viole pas, on tue. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. Les soldats décapitent leurs victimes et rapportent les têtes au point de collecte installé aux portes de la ville. Des scribes comptabilisent méticuleusement chaque tête et inscrivent les chiffres dans des registres. Certains soldats musulmans hésitent à massacrer d'autres musulmans. Ils achètent alors des têtes à des camarades moins scrupuleux. Un macabre marché de la mort s'installe. Au début, une tête se vend 20 dinars. À mesure que les quotas se remplissent, le prix chute. En fin de journée, une tête ne vaut plus qu'un demi-dinar et personne n'en achète plus, mais les tueurs continuent à tuer tous ceux qu'ils trouvent. Certains guerriers, à court de victimes masculines, se mettent à raser la tête des femmes avant de les décapiter pour les présenter aux scribes. Les comptables finissent par s'en apercevoir, mais l'ordre reste le même. Ramener des têtes. 70 000 personnes sont ainsi massacrées en une seule journée à Fès et à Brou. Un historien de la cour de Timour, témoin direct du massacre, se promène le lendemain à l'extérieur de la ville. Il compte 28 tours construites avec les crânes. Chaque tour contient entre 1000 et 2000 têtes, cimentées ensemble avec de la boue et du mortier. Ces minarets de mort s'élèvent sur près de la moitié du pourtour de la ville, soit environ 7 kilomètres. Les crânes blanchis fixent leurs orbites vides sur la plaine environnante. Les chroniqueurs racontent que certaines tours atteignent plusieurs mètres de hauteur. Les crânes sont disposés avec un soin particulier, face tournée vers l'extérieur pour que les voyageurs puissent bien les voir. Le sang a coulé si abondamment dans les rues d'Ispahan qu'il forme des ruisseaux rougeâtres qui s'écoulent hors des murailles. En 1388, Timour décide de conquérir l'Inde. Le sultanat de Delhi, autrefois puissant, traverse une période de décadence et de division. Ses provinces les plus riches ont fait sécession. Timour prétend vouloir châtier un sultanat trop indulgent envers ses sujets hindous, mais la vraie raison est plus simple. L'Inde est l'une des terres les plus riches du monde et il veut la piller. Il envoie d'abord son petit-fils, Pir Muhammad, qui s'empare de Multan dans le Pendjab. Le 24 septembre 1398, Timour franchit l'Indus avec le gros de son armée, il fait sa jonction avec les troupes de son petit-fils et marche vers Delhi. Son armée capture des dizaines de milliers de prisonniers pendant la progression. Ses captifs ralentissent la marche et consomment les provisions. Timour installe son quartier général à Loni, au nord de Delhi. C'est là qu'il prend une décision glaciale. Les 100 000 prisonniers représentent un problème logistique majeur. Ils pourraient se révolter pendant la bataille ou ralentir la retraite après la victoire. La solution est radicale. Tous doivent être exécutés. L'ordre est donné un matin. En quelques heures, 100 000 hommes, femmes et enfants sont égorgés. Les soldats forment des équipes d'exécution qui travaillent méthodiquement. Les prisonniers, attachés en longues files, avancent vers leur mort. Le sang imprègne le sol sur des centaines de mètres. Les corps sont empilés dans d'immenses fosses communes. Certains chroniqueurs racontent que des rivières de sang ont coulé pendant toute la journée. Le 17 décembre 1398, Timour affronte l'armée du sultan Mahmoud Shah II à Panipat. Le sultan dispose de 120 éléphants de guerre, des bêtes énormes équipées de tours d'où les archers tirent leurs flèches. Timour a prévu cette tactique. Il ordonne à ses hommes de creuser des fossés devant les positions et d'y planter des pics. Quand les éléphants chargent, beaucoup tombent dans les pièges et sont empalés. Les autres, effrayés par le feu que les soldats timourides allument devant eux, font demi-tour
et piétinent leurs propres troupes. L'armée de Delhi est mise en déroute. Le sultan s'enfuit. La route vers la capitale est ouverte. Timour avait promis à ses hommes de ne pas massacrer Delhi s'ils se conduisaient de bien. Mais en arrivant aux portes de la ville, les soldats ne peuvent plus se contrôler. Le pillage commence immédiatement. Pendant 3 jours, Delhi est livré au saccage le plus complet. Les soldats défoncent les portes des maisons, tuent les hommes, violent les femmes, enlèvent les enfants pour les vendre comme esclaves. Les temples hindous sont profanés et incendiés. Les mosquées ne sont pas épargnées. Les bibliothèques brûlent. Les jardins sont saccagés. Les chroniqueurs timourides estiment que plusieurs dizaines de milliers d'habitants sont massacrés. Les artisans sont capturés et déportés vers Samarcande. Les pierres précieuses, l'or, les tissus, tout ce qui a de la valeur est chargé sur 90 éléphants de guerre capturés. Delhi, autrefois l'une des villes les plus prospères d'Asie, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. De retour à Samarcande en 1399, Timour ne reste que quelques mois. En 1400, il décide de s'attaquer aux Mamelouks d'Égypte qui contrôlent la Syrie. Il marche d'abord sur Alep, qu'il atteint en octobre avec 500 000 hommes. La ville tente de résister mais tombe rapidement. Le massacre est immédiat. Des milliers d'habitants sont passés au fil de l'épée. En mars 1401, Timour arrive devant Damas. Le gouverneur et les troupes mamelouks abandonnent la ville et s'enfuient. Les habitants, terrorisés, se réfugient dans les mosquées. Le vieil historien Ibn Khaldoun, âgé de 70 ans, se trouve à Damas. Il comprend que la ville est perdue. Avec une douzaine d'autres érudits, il négocie avec Timour pour obtenir un traitement de faveur. Timour reçoit Ibn Khaldoun avec respect. Il apprécie la culture et l'intelligence de ce vieux sage. Les deux hommes discutent pendant plusieurs jours de philosophie, d'histoire et de religion. Timour demande à Ibn Khaldoun de lui décrire les royaumes d'Occident. L'historien lui parle de l'Espagne, de la France, de l'Italie. Impressionné, Timour accepte de limiter le pillage à 3 jours seulement. 3 jours de pillage à Damas signifient des milliers de viols, des centaines d'incendies, le saccage des mosquées. La grande mosquée des Omeyyades, l'une des plus belles du monde musulman, est incendiée. Les artisans spécialisés dans le travail du verre, de la céramique, des tissus, sont capturés et déportés vers Samarcande. Timour veut que sa capitale devienne la plus belle ville du monde, même si cela implique de vider les autres cités de leurs talents. En juin 1401, Timour marche sur Bagdad. La capitale des anciens califes abbassides, autrefois joyau de la civilisation islamique, est maintenant contrôlée par le sultan Ahmad. La ville est défendue par des troupes qui résistent courageusement. Le siège dure plusieurs semaines. Les défenseurs repoussent plusieurs assauts. Mais finalement, les murailles cèdent. Timour entre dans Bagdad en conquérant. Il est furieux de la résistance que la ville lui a opposée. L'ordre qu'il donne est le plus terrible de toute sa carrière. Chaque soldat doit rapporter au moins 2 têtes humaines. Pas une, mais 2. Les scribes installeront des points de comptage et enregistreront méticuleusement le nombre de têtes apportées par chaque guerrier. Le massacre commence à l'aube. Les soldats se répandent dans tous les quartiers. Tout le monde est tué. Hommes, femmes, vieillards, enfants, même les nouveau-nés. Les rues se transforment en rivières de sang. Les corps s'entassent dans les ruelles. Certains guerriers, craignant de ne pas trouver assez de victimes, tuent des prisonniers capturés pendant la campagne juste pour s'assurer d'avoir des têtes à présenter. Le carnage dure toute la journée. À la tombée de la nuit, les scribes commencent leur comptabilité macabre. Ils dénombrent 90 000 têtes. Les chiffres sont vérifiés plusieurs fois. 120 tours doivent être construites avec ces crânes. Chaque tour contiendra 750 têtes. Pendant les jours suivants, des équipes de maçons travaillent à construire ces monuments de mort. Les têtes sont d'abord décapitées proprement pour faciliter leur empilement. La chair est partiellement retirée. Les crânes sont ensuite disposés en cercles concentriques, cimentés avec de la boue et du mortier. Les tours s'élèvent progressivement. Certaines atteignent plus de 4 mètres de hauteur. Les 120 tours sont disposées tout autour de Bagdad. Elles forment un cercle macabre qui marque la périphérie de la ville sur environ 7 kilomètres. Les voyageurs qui approchent de Bagdad voient d'abord ces minarets de crânes blanchis par le soleil.
L'odeur de décomposition flotte dans l'air pendant des semaines. Les oiseaux charognards tourbillonnent en nuées au-dessus des tours. Timour ordonne ensuite la destruction systématique de tous les monuments de Bagdad. Les mosquées sont incendiées. Les palais sont rasés. Les bibliothèques brûlent avec leurs milliers de manuscrits. Les canaux d'irrigation sont détruits. Les jardins sont saccagés. Bagdad, qui avait été pendant des siècles le phare de la civilisation musulmane, n'est plus qu'un amas de décombres. Timour rentre à Samarcande avec un butin immense. Mais il ne peut pas rester inactif longtemps. Un autre souverain menace maintenant son hégémonie. Bayezid Ier, le sultan ottoman surnommé la Foudre pour la rapidité de ses déplacements, Bayezid a conquis la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et assiège Constantinople. Il se considère comme le plus grand conquérant de son époque. Les deux hommes échangent des messages insultants. Bayezid traite Timour de barbare mongol. Timour rétorque que Bayezid n'est qu'un paysan turc qui se prend pour un empereur. La confrontation devient inévitable. En 1402, Timour envahit l'Anatolie avec son armée. Bayezid abandonne le siège de Constantinople et marche à sa rencontre. Les deux armées se font face près d'Ankara le 28 juillet 1402. Chaque camp aligne environ 100 000 hommes. Timour dispose de 50 éléphants de guerre ramenés d'Inde. Ces bêtes énormes, équipées de tourelles remplies d'archers, impressionnent les Ottomans qui n'en ont jamais vu. Bayezid compte sur ses janissaires, une milice d'élite formée dès l'enfance, et sur 40 000 cavaliers serbes. La bataille commence au lever du soleil. Elle va durer toute la journée. 1 million d'hommes, selon certains chroniqueurs, s'affrontent dans la poussière et la chaleur écrasante. Les charges de cavalerie se succèdent. Les archers tirent des milliers de flèches qui obscurcissent le ciel. Les éléphants de Timour sèment la terreur dans les rangs ottomans. À la mi-journée, une partie des troupes de Bayezid trahit. Les Turkmènes, qui servaient le sultan contre leur gré, passent du côté de Timour. Ils entraînent avec eux les contingents de Mésopotamie. L'armée ottomane vacille. Les janissaires se battent avec acharnement, mais ils sont débordés. Les cavaliers serbes résistent héroïquement. Leur courage impressionne tellement Timour qu'il ordonne à ses généraux de les épargner s'ils se rendent. Au coucher du soleil, l'armée ottomane est en déroute. 40 000 morts jonchent la plaine. Bayezid tente de s'enfuir, mais son cheval est tué sous lui. Il est capturé et amené devant Timour. Le conquérant éclate de rire en voyant son ennemi enchaîné. « Tu as tort de te moquer de moi, » dit Bayezid. « Regarde ce qui m'est arrivé. Cela pourrait aussi bien t'arriver. » Timour répond « Je ne me moque pas de toi, mais de l'ironie d'Allah qui a partagé le destin du monde entre un borgne et un boiteux. » Bayezid est traité avec un certain respect au début. Il reçoit une tente confortable et des serviteurs. Mais quand il tente de s'évader, Timour ordonne qu'on l'enferme dans une cage de fer. Le sultan ottoman meurt quelques semaines plus tard, brisé par l'humiliation. Sa mort met fin temporairement à l'expansion ottomane et offre un sursis de 50 ans à l'Empire byzantin. Après Ankara, Timour marche sur Smyrne, tenu par les chevaliers de Rhodes. La ville tombe après un siège bref mais violent. Timour fait décapiter tous les chevaliers chrétiens. Quand une flotte de secours arrive trop tard, il envoie une caraque à sa rencontre. Les marins mongols, abandonnant leurs rames, jettent aux chrétiens les têtes fraîchement coupées des chevaliers en guise de boulets. Timour rentre à Samarcande en 1404. Il est maintenant âgé de 68 ans. Ses conquêtes s'étendent de la Russie à l'Inde, de la Méditerranée à la Mongolie. Il contrôle la plus grande partie de l'Asie, mais il n'est pas satisfait. Un dernier ennemi reste à vaincre, la Chine des Ming. En décembre 1404, malgré son âge et sa santé déclinante, Timour lance une campagne contre la Chine. Son armée se met en route en plein hiver. Les conditions sont extrêmement difficiles. Le froid est glacial. Les provisions manquent. Mais Timour refuse de renoncer. En janvier 1405, l'armée atteint Otrar, une ville située sur les rives du Sir-Daria, dans l'actuel Kazakhstan. C'est là que Timour tombe malade, la fièvre le terrasse. Les médecins tentent tout pour le sauver, mais rien n'y fait. Le 18 février 1405, Timour meurt dans sa tente. Son corps est ramené à Samarcande et enterré dans un mausolée somptueux qu'il avait fait construire de son vivant le Gour-e-Amir, avec son dôme bleu et blanc haut de 32 mètres, devient son tombeau.
Il repose dans un cercueil taillé dans un bloc de jade noir rapporté de Mongolie. Une inscription sur la tombe avertit « Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera ». À la mort de Timour, son empire est partagé entre ses fils. Shahrukh reçoit le Khorasan avec Hérat comme capitale. Omar Sheikh gouverne le Fars et l'Irak perse. Miran Shah, qui souffre de troubles mentaux, règne sur l'Azerbaïdjan et l'Irak arabe. Chacun tente de préserver son territoire, mais les rivalités fratricides affaiblissent rapidement l'empire. En quelques décennies, l'empire timouride se fragmente. Les puissances voisines grignotent progressivement les territoires conquis. En 1507, les Ouzbeks de la dynastie shaïbanide donnent le coup de grâce en s'emparant de la Transoxiane. L'empire construit par Timour ne lui survit qu'un siècle, mais un descendant de Timour va réussir là où ses fils ont échoué. Babur Shah, arrière-petit-fils du conquérant, part à la conquête de l'Inde en 1526. À la bataille de Panipat, au même endroit où Timour avait vaincu le sultan de Delhi 128 ans plus tôt, Babur défait définitivement le sultanat et fonde l'empire moghol. Cette dynastie régnera sur l'Inde jusqu'à la conquête britannique au XIXe siècle. Les historiens estiment que les campagnes de Timour ont causé la mort de 1 à 17 millions de personnes, soit environ 5% de la population mondiale de l'époque. Ce chiffre fait de lui l'un des conquérants les plus meurtriers de l'histoire. Les villes qu'il a détruites ont mis des décennies, parfois des siècles. À se relever, Bagdad ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant 1401. Ispahan mettra plus d'1 siècle à se repeupler complètement. Mais Timour n'était pas qu'un destructeur. À Samarcande, il a construit des mosquées magnifiques, des palais somptueux, des jardins enchanteurs. Il a déporté des milliers d'artisans des villes conquises pour embellir sa capitale. Il a fait venir des savants, des poètes, des astronomes. Sa cour était l'une des plus brillantes de son temps. Son petit-fils Ulugh Beg, astronome de génie, construira l'observatoire de Samarcande et établira les tables sultaniennes qui donnent la position de plus de 1000 étoiles. Ces tables seront utilisées par les savants pendant des siècles. Les écoles de peinture fondées par les artistes déportés produiront des miniatures qui sont aujourd'hui parmi les chefs-d'œuvre de l'art islamique. Les biographes de Timour, commandités par lui-même, ont magnifié ses exploits dans le Zafarnam, l'histoire glorieuse. Les miniatures du manuscrit édulcorent la réalité. La prise de Bagdad ressemble à une promenade militaire. Les tours de crâne n'apparaissent qu'en arrière-plan, comme des détails architecturaux sans importance. Le conquérant est représenté en souverain sage et juste, entouré de savants et de conseillers. Cette propagande a fonctionné pendant des siècles. En Asie centrale, Timour est resté un héros national. En Ouzbékistan moderne, son souvenir est entretenu avec fierté. Des statues le représentent dans toutes les grandes villes. L'histoire officielle minimise les massacres et insiste sur son rôle de bâtisseur et de mécène. En 1941, Staline envoie une expédition archéologique à Samarcande. L'équipe est dirigée par Mikhail Gerasimov, médecin légiste réputé qui a développé une technique de reconstruction faciale à partir des crânes. Le 20 juin, les archéologues ouvrent le tombeau de Timour et retirent ses ossements. L'examen du squelette confirme ce que racontaient les chroniques. Timour mesurait 1,72 m, une taille impressionnante pour son époque. Il était effectivement boiteux. Son fémur droit présente une fracture mal consolidée. Il était également manchot du bras droit et borgne de l'œil gauche. Gerasimov réussit à reconstruire son visage. Les traits sont mongols, confirmant qu'il descendait bien de Gengis Khan. Mais les habitants de Samarcande sont horrifiés par cette profanation. Les vieux racontent qu'une inscription sur le tombeau avertissait « Celui qui perturbera ma tombe va déclencher un envahisseur plus terrible que moi ». Le 22 juin 1941, 2 jours après l'exhumation, Hitler lance l'opération Barbarossa. L'Allemagne envahit l'Union soviétique. 20 millions de Soviétiques seront tués pendant la guerre. En 1942, au plus fort de la bataille de Stalingrad, Staline ordonne que les ossements de Timour soient retournés à son tombeau. Avec tous les rites islamiques, l'ordre est exécuté en novembre. Quelques semaines plus tard, l'armée rouge remporte la victoire à Stalingrad. C'est le tournant de la guerre sur le front de l'Est, simple coïncidence ou malédiction réelle.
Le débat n'est toujours pas tranché. Les tours de crânes érigées par Timour ont disparu depuis longtemps. Les ossements ont été dispersés par le vent et les pluies. Les monuments de mort se sont effondrés avec le temps. Mais leurs souvenirs restent gravés dans la mémoire collective. Les chroniqueurs persans, arabes et turcs qui ont vécu à l'époque de Timour ont tous décrit avec horreur ces minarets macabres qui jalonnaient les routes d'Asie à Ispahan, 28 tours contenant 40 000 crânes. À Bagdad, 120 tours contenant 90 000 crânes. À Delhi, des dizaines de milliers de victimes massacrées avant même la bataille. Dans toutes les villes qui ont osé résister, les mêmes monuments de terreur. Au total, les tours de crâne de Timour s'étendaient sur plus de 7 kilomètres autour des villes conquises. Cette utilisation systématique de la terreur n'était pas de la simple cruauté. C'était une stratégie militaire calculée. Timour voulait que chaque ville sache ce qui l'attendait si elle résistait. Il voulait que la peur précède ses armées et que les gouverneurs lui remettent les clés de leur cité sans combattre. Cette méthode a fonctionné. De nombreuses villes se sont rendues sans résistance après avoir entendu parler des massacres d'Ispahan et de Bagdad. Mais Timour payait aussi un prix pour cette terreur. Ses soldats devaient perpétrer des atrocités qui les traumatisaient. Certains, comme le rapportent les chroniques, refusaient de tuer d'autres musulmans et devaient acheter des têtes. Les scribes qui comptabilisaient les crânes développaient des troubles mentaux. Les maçons qui construisaient les tours racontaient avoir fait des cauchemars pendant des années. La personnalité de Timour reste une énigme. Comment un homme qui récitait le Coran par cœur, qui invitait des savants à sa cour, qui discutait de philosophie avec Ibn Khaldoun, pouvait-il ordonner le massacre de dizaines de milliers d'innocents? Les chroniqueurs de son époque ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Ils décrivent un homme intelligent, cultivé, stratège brillant, mais aussi capable des pires cruautés. Certains historiens modernes ont tenté d'expliquer cette dualité. Timour vivait dans un monde où la violence était omniprésente. Il avait grandi pendant les guerres qui avaient suivi l'effondrement de l'empire mongol. Il avait vu son père assassiné, ses protecteurs tués, ses alliés trahis. Dans cet univers brutal, seuls les plus impitoyables survivaient. Timour avait appris très jeune que la pitié était une faiblesse mortelle. Mais cette explication ne suffit pas. D'autres conquérants de son époque ont fait preuve de cruauté sans atteindre le niveau de Timour. Il y avait dans ses actes une dimension systématique, calculée, qui dépassait la simple brutalité de l'époque. Les tours de crâne n'étaient pas des explosions de rage, mais des projets architecturaux planifiés. Les scribes qui comptaient les têtes, les maçons qui construisaient les tours, tout cela nécessitait une organisation minutieuse. Les chroniqueurs qui ont accompagné Timour durant ses campagnes ont laissé des témoignages détaillés. Hafez et Abrou, qui a assisté au massacre d'Ispahan, décrit la scène avec une précision clinique. Il note l'emplacement exact de chaque tour, le nombre approximatif de crânes par tour, la méthode de construction utilisée. Son texte ne contient aucun jugement moral. Il se contente de rapporter les faits comme un scientifique consignerait les résultats d'une expérience. Ruy González de Clavijo, ambassadeur du royaume de Castille, arrive à Samarcande en 1404. Il est reçu avec de grands honneurs par Timour, qui souhaite établir une alliance contre les Ottomans. L'ambassadeur espagnol décrit la magnificence de la capitale timouride. Les palais sont décorés de mosaïques éblouissantes. Les jardins regorgent de fontaines et d'arbres fruitiers. Les bazars vendent des marchandises venues de toute l'Asie, mais Clavijo note aussi un détail troublant. Aux portes de la ville, il voit des pyramides de crânes humains. Ce sont les restes des défenseurs de Bagdad et de Damas amenés là comme trophées. Les crânes, blanchis par le soleil, sont disposés avec soin le long des routes principales. Timour veut que tous les visiteurs sachent de quoi il est capable. Ibn Arab-Shah, un jeune Damascène capturé lors du sac de sa ville en 1401, devient esclave à la cour de Timour. Il apprend le turc et le persan et observe le conquérant pendant des années. Après la mort de Timour, il écrit une biographie au titre évocateur, « Les merveilles du destin dans les catastrophes de Tamerlan ». C'est un pamphlet violent contre le conquérant.
écrit par un homme qui a vu sa ville détruite et sa famille massacrée, Ibn Arabja, décrit Timour comme un tyran sanguinaire, un monstre sans pitié. Mais même dans sa haine, il reconnaît l'intelligence du conquérant. Il raconte comment Timour organisait ses campagnes avec une précision d'horloger, comment il connaissait la géographie de chaque région qu'il envahissait, comment il préparait ses batailles des mois à l'avance. Ghiyat al-Din Ali, surnommé Yazdi, écrit au contraire une biographie apologétique commanditée par le petit-fils de Timour. Le Zafarnamé présente le conquérant comme un prince juste et pieux, un défenseur de l'islam contre les infidèles. Les massacres sont minimisés ou justifiés. Les tours de crâne deviennent des châtiments légitimes infligés à des rebelles qui avaient violé leur serment. Ces témoignages contradictoires montrent combien la figure de Timour divise. Pour les uns, c'est un héros civilisateur qui a unifié l'Asie et fait rayonner Samarcande. Pour les autres, c'est un boucher qui a massacré des millions de personnes pour satisfaire son ambition. Les historiens militaires modernes se sont penchés sur la logistique des massacres de Timour. Comment tuer 70 000 personnes en une journée? Comment décapiter 90 000 victimes et construire 120 tours avec leurs crânes? Ces opérations nécessitaient une organisation quasi-industrielle. Timour disposait d'une armée parfaitement structurée. Chaque unité de 10 000 hommes, appelée Toumen, était divisée en 10 régiments de 1 000 hommes. Chaque régiment comportait 10 compagnies de 100 hommes. Cette organisation décimale permettait une chaîne de commandement efficace. Les ordres descendaient rapidement du sommet à la base. Quand Timour décidait d'un massacre, l'ordre était transmis à tous les commandants d'unités. Chaque Toumen recevait un quota de têtes à rapporter. Les régiments se répartissaient des quartiers de la ville. Les compagnies formaient des équipes d'exécution qui travaillaient méthodiquement, maison par maison, rue par rue. Les points de collecte étaient installés à des emplacements stratégiques. Des scribes notaient le nombre de têtes apportées par chaque unité. Un système de comptabilité sophistiqué permettait de suivre la progression du massacre en temps réel. Si une unité ne remplissait pas son quota, son commandant était sanctionné. Les maçons travaillaient en parallèle. Pendant que les exécutions se poursuivaient, ils commençaient à construire les tours. Les crânes étaient étoilés sommairement, puis empilés en cercles concentriques. Du mortier de boue mélangé à de la paille liait les crânes entre eux. Les tours s'élevaient rapidement, parfois à raison d'1 mètre par jour. Cette efficacité macabre impressionnait les observateurs. Les chroniqueurs notent que Timour assistait parfois à la construction des tours. Il vérifiait que le travail était fait correctement, que les crânes étaient bien disposés, que les tours s'élevaient droites. Il se comportait comme un architecte supervisant un chantier ordinaire. Pour comprendre l'ampleur des massacres de Timour, il faut les comparer à ceux d'autres conquérants. Gengis Khan, son illustre ancêtre, avait lui aussi utilisé la terreur comme arme. En 1221, il avait détruit la ville de Merv et fait massacrer sa population. Les chroniqueurs parlent d'1 million de morts, un chiffre probablement exagéré, mais qui montre l'ampleur du carnage. Mais Gengis Khan avait une justification pragmatique. Il voulait contrôler les routes commerciales de l'Asie centrale. Les villes qui résistaient perturbèrent son commerce. Il fallait donc les détruire pour que les autres se soumettent. Timour, lui, ne cherchait pas à contrôler le commerce. Il voulait simplement accumuler du butin et de la gloire. Alexandre le Grand, 15 siècles plus tôt, avait détruit Thébès et vendu toute sa population comme esclave. Il avait massacré les défenseurs de Tyr après un siège de 7 mois. Mais il avait ensuite fondé des villes, répandu la culture grecque, créé un empire qui allait durer plusieurs siècles. Timour, lui, ne créait rien de durable. Son empire s'est effondré à sa mort. Jules César avait tué 1 million de Gaulois et en avait réduit 1 autre million en esclavage. Mais il avait ensuite romanisé la Gaule, construit des routes, établi des institutions qui allaient pour perdurer. Timour se contentait de détruire. Les villes qu'il conquérait ne se relevaient pas. Attila, le fléau de Dieu, avait ravagé l'Europe au 5e siècle, mais son empire unique s'était désintégré à sa mort sans laisser de traces durables. Timour a au moins laissé une capitale magnifique et une descendance qui a fondé l'empire moghol. Mais à quel prix? Les massacres de Timour ont eu des conséquences démographiques durables. En 1387, Ispahan était l'une des villes les plus peuplées d'Iran,
avec peut-être 150 000 habitants, le massacre en tue 70 000. Les survivants fuient. En 1400, la ville ne compte plus que 20 000 habitants. Il faudra un siècle pour que la population revienne à son niveau d'avant le massacre. Bagdad était encore plus gravement touchée. Avant 1401, la ville comptait peut-être 300 000 habitants. Le massacre et le sac font 90 000 morts directs. Des dizaines de milliers d'autres meurent de faim et de maladies dans les semaines qui suivent. En 1410, Bagdad n'est plus qu'un gros bourg de 40 000 âmes. La ville ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant les Mongols. Delhi subit un sort similaire. Avant l'invasion de Timour, le sultanat contrôlait tout le nord de l'Inde avec une population de plusieurs millions de personnes. Le massacre des 100 000 prisonniers, le sac de la capitale, la déportation des artisans, tout cela affaiblit durablement le sultanat. Il ne se remettra jamais complètement et sera finalement conquis par Babur en 1526. Les régions rurales souffrent autant que les villes. Les armées de Timour dévastent les campagnes pour se nourrir. Les systèmes d'irrigation sont détruits. Les champs sont brûlés. Les paysans sont tués ou s'enfuient. Des régions entières se dépeuplent. En Irak et en Syrie, des terres agricoles retournent au désert et ne seront jamais remises en culture. Les historiens modernes estiment que la population de l'Iran a diminué de 30% entre 1380 et 1405. Celle de l'Irak a chuté de 50%. Le nord de l'Inde a perdu 20% de ses habitants. Ces chutes démographiques sont comparables à celles causées par la peste noire en Europe au XIVe siècle. Timour ne se contentait pas de détruire. Il déportait systématiquement les artisans qualifiés vers Samarcande. Après la prise d'Ispahan, tous les métallurgistes, céramistes et tisserands sont capturés et forcés de marcher vers la Transoxiane. Le voyage dure plusieurs mois. Beaucoup meurent en route d'épuisement ou de maladie. À Damas, Timour fait capturer tous les souffleurs de verre. La ville était célèbre pour ses lampes de mosquée en verre émaillé. Les artisans damascènes sont les meilleurs au monde dans cette technique. Timour veut qu'ils embellissent sa capitale. Des centaines de souffleurs de verre sont donc déportés avec leurs familles. Après la prise de Bagdad, ce sont les calligraphes et les enlumineurs qui sont capturés. Timour veut des manuscrits magnifiques pour sa bibliothèque. Les artisans de Bagdad sont réputés pour la qualité de leurs enluminures et la beauté de leur calligraphie. Ils seront contraints de travailler à Samarcande jusqu'à leur mort. Ces déportations appauvrissent durablement les villes conquises. Quand les artisans partent, ils emportent avec eux leur technique et leur savoir-faire. Les villes perdent leurs industries principales. Damas ne retrouvera jamais sa maîtrise du verre émaillé. Les secrets de fabrication se perdent avec la mort des artisans déportés. Mais ces déportations enrichissent Samarcande. La capitale timouride devient un centre artistique de premier plan. Les architectes persans construisent des mosquées aux dômes turquoises. Les céramistes d'Ispahan décorent les palais de faïence chatoyante. Les tisserands de Damas tissent des soieries pour la cour. Cette synthèse artistique crée un style timouride unique qui influencera l'art islamique pendant des siècles. Le butin accumulé par Timour était phénoménal. Chaque ville conquise devait payer une rançon énorme. Les palais étaient pillés, les temples dépouillés de leurs trésors, les marchands rançonnés. Tout l'or, l'argent et les pierres précieuses affluaient vers Samarcande. Clavijo, l'ambassadeur espagnol, décrit les trésors qu'il voit en 1404. Les murs des palais sont couverts de plaques d'or. Les plafonds sont décorés d'émeraudes et de rubis. Les jardins contiennent des bassins de marbre remplis de pièces d'or. Timour possède une collection d'objets précieux qui vient du monde entier. Porcelaine de Chine, tapis de Perse, soieries de Damas, épées de Tolède. Le trésor comprend aussi des curiosités ramenées des pays conquis. Des 90 éléphants capturés à Delhi. Des lions de Perse. Des girafes d'Afrique. Des autruches d'Arabie. Timour aime collectionner les animaux exotiques. Il fait construire des ménageries somptueuses pour les abriter. Mais le vrai trésor de Timour, ce sont les esclaves. Chaque campagne ramène des dizaines de milliers de captifs. Certains sont vendus sur les marchés aux esclaves de Samarcande. D'autres sont gardés pour travailler dans les immenses chantiers de construction. Les prisonniers les plus éduqués deviennent scribes ou précepteurs. Les femmes capturées remplissent les harems des guerriers timourides.
Timour lui-même possède un harem de plusieurs centaines de femmes venues de tous les coins de l'Empire. Les plus belles deviennent ses épouses officielles. Les autres sont distribuées comme récompense à ses généraux les plus méritants. La relation de Timour avec l'islam pose question. Il se présentait comme un musulman pieux, récitait le Coran, construisait des mosquées, consultait des oulémas, mais il massacrait sans distinction musulmans et non-musulmans. Comment expliquer cette contradiction? Timour utilisait la religion comme justification de ses conquêtes. Quand il attaquait des chrétiens ou des hindous, il prétendait mener une guerre sainte. Quand il massacrait des musulmans, il les accusait d'être de mauvais croyants ou des hérétiques. Cette flexibilité doctrinale lui permettait de justifier n'importe quelle action. Les soufis, mystiques musulmans, jouaient un rôle important à sa cour. Timour consultait régulièrement les cheikhs soufis et demandait leur bénédiction avant ses campagnes. Ces hommes saints lui assuraient qu'il agissait selon la volonté divine. Cette caution religieuse était essentielle pour maintenir la loyauté de ses troupes musulmanes. Mais Timour n'hésitait pas à ignorer les prescriptions islamiques quand elles le gênaient. La charia interdit de tuer des femmes, des enfants et des vieillards pendant la guerre. Timour les massacrait systématiquement. Le Coran ordonne de bien traiter les prisonniers. Timour les exécutait par milliers. L'islam recommande la clémence envers ceux qui se rendent. Timour les décapitait quand même. Cette hypocrisie religieuse n'était pas propre à Timour. Beaucoup de conquérants musulmans avaient agi de même. Mais rares étaient ceux qui avaient poussé la contradiction aussi loin. Timour parvenait à se voir comme un défenseur de l'islam tout en massacrant plus de musulmans qu'aucun autre conquérant de l'histoire. Malgré ses destructions massives, Timour était un bâtisseur passionné. À Samarcande, il fit construire des monuments qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture islamique. La mosquée Bibi Kanoum, commencée en 1399, devait être la plus grande du monde musulman. Elle mesurait 167 mètres de long et 109 mètres de large. Le portail d'entrée s'élevait à 38 mètres de hauteur. Les 4 minarets atteignaient 50 mètres. La coupole principale dominait l'ensemble à 41 mètres. 500 ouvriers travaillèrent pendant 5 ans à sa construction. 95 éléphants furent utilisés pour transporter les matériaux les plus lourds. Mais la mosquée fut construite trop rapidement. Les fondations n'étaient pas assez solides. Dès 1404, des fissures apparurent dans les murs. En 1420, 15 ans après la mort de Timour, une partie de la coupole s'effondra. Au XVIIIe siècle, la mosquée n'était plus qu'une ruine. Les restaurations modernes ont tenté de lui rendre sa splendeur originelle. Le Régistan, la place centrale de Samarcande, fut aménagé par Timour et embelli par ses descendants. 3 médersas aux façades couvertes de faïence bleue encadrent la place. Ces écoles coraniques pouvaient accueillir chacune plusieurs centaines d'étudiants. Elles formaient les futurs cadres religieux et administratifs de l'Empire. Le Gouré-Amir, le mausolée de Timour, reste le monument le plus impressionnant. Sa coupole côtelée, haute de 32 mètres et couverte de briques émaillées bleues et or, domine la ville. L'intérieur est décoré d'onyx, de marbre et de jade. Les murs sont couverts de versets coraniques calligraphiés en or. À la mort de Timour en 1405, son empire commence à se désagréger. Son fils Shahrukh parvient à maintenir l'unité pendant quelques années, mais ses frères contestent son autorité. Des guerres civiles éclatent. Les provinces périphériques font sécession. En Anatolie, les Ottomans se remettent de leur défaite d'Ankara. Le fils de Bayezid, Mehmed Ier, réunifie les terres ottomanes et reprend l'expansion vers l'Europe. En 1453, son petit-fils Mehmed II prendra Constantinople, mettant fin à l'Empire byzantin 1000 ans après sa fondation. En Perse, les Turkmènes du Mouton Noir, puis ceux du Mouton Blanc, grignotent les territoires timourides. En 1467, ils s'emparent de Tabriz et fondent une dynastie qui régnera sur la Perse pendant un demi-siècle. En Transoxiane, les Ouzbeks montent en puissance et menacent Samarcande. Le dernier sultan timouride de Transoxiane, Babur, est chassé de Samarcande par les Ouzbeks en 1507. Il se réfugie en Afghanistan puis descend vers l'Inde. En 1526, il défait le dernier sultan de Delhi et fonde l'empire moghol qui régnera sur le sous-continent pendant 3 siècles.
Les Moghols sont les vrais héritiers de Timur Babur et ses descendants conservent la passion timouride pour l'architecture et les arts. Ils construisent des monuments encore plus grandioses que ceux de Samarcande. Le Taj Mahal, construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan, est le chef-d'œuvre ultime de cette tradition artistique. Mais les Moghols abandonnent les méthodes de Timur Akbar, le plus grand des empereurs moghols, règne avec sagesse et tolérance. Il épouse des princesses hindoues, nomme des hindous aux plus hautes fonctions, abolit la taxe sur les non-musulmans. Son règne est une période de paix et de prospérité pour l'Inde. Cette évolution montre que la cruauté de Timur n'était pas une fatalité héréditaire. Ses descendants ont pu créer un empire durable et civilisé. Timur aurait pu faire de même s'il l'avait voulu, mais il a choisi la terreur comme mode de gouvernement et son empire ne lui a pas survécu. Les monuments construits par Timur à Samarcande ont survécu à son empire. Malgré les séismes, les guerres et l'abandon, ils se dressent encore aujourd'hui. Le Gouré Amir, le Shah Izinda, les ruines de la mosquée Bibi Khanum témoignent de la grandeur de l'époque timouride. Les techniques développées par les artisans déportés à Samarcande se sont diffusées dans tout le monde musulman. La céramique architecturale timouride, avec ses dégradés de bleu turquoise, a influencé l'art ottoman, persan et moghol. Les coupoles à double coque inventées à Samarcande seront reprises par les architectes de tout l'Orient. Les médersas, construites par Timur et ses successeurs, ont formé des générations de savants. L'observatoire d'Ulugh Beg a produit des tables astronomiques utilisées jusqu'au XVIIIe siècle. Les bibliothèques de Samarcande conservaient des milliers de manuscrits, dont beaucoup ont été copiés et diffusés dans tout le monde musulman. Mais cet héritage culturel est indissociable des massacres qui l'ont rendu possible. Les artisans qui ont décoré les mosquées de Samarcande étaient des esclaves arrachés à leur ville. Les matériaux qui ont servi à construire les monuments venaient du pillage de dizaines de cités. La splendeur de Samarcande a été payée avec le sang de millions de victimes. Pendant des siècles, le jugement sur Timur a été partagé. En Asie centrale, il est resté un héros national, le fondateur d'un empire glorieux. En Perse, en Irak et en Syrie, il est demeuré le symbole de la barbarie mongole. Les chroniqueurs musulmans l'ont souvent présenté comme un fléau envoyé par Dieu pour punir les péchés des croyants. Au XIXe siècle, les orientalistes européens s'intéressent à Timur. Ils le comparent à Napoléon, autre conquérant qui a bouleversé le monde. Certains admirent son génie militaire et sa capacité à bâtir un empire. D'autres sont horrifiés par ses massacres et le considèrent comme un monstre sanguinaire. Au XXe siècle, Timur devient un enjeu politique. En Union soviétique, Staline hésite entre la condamnation et la glorification. D'un côté, Timur représente le féodalisme asiatique que le communisme veut abolir. De l'autre, c'est un héros national ouzbek qu'il faut respecter pour maintenir la loyauté des républiques d'Asie centrale. Après l'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991, le président Islam Karimov fait de Timur le héros fondateur de la nation. Des statues sont érigées dans tout le pays. L'anniversaire de sa naissance devient fête nationale. Les manuels scolaires présentent un Timur conquérant, glorieux qui a fait rayonner la civilisation ouzbèque dans le monde entier. Cette réhabilitation suscite des protestations. Les historiens iraniens, irakiens et syriens rappellent les massacres perpétrés par Timur dans leur pays. Ils dénoncent la glorification d'un tyran sanguinaire. Mais le gouvernement ouzbek maintient sa position. Timur reste le symbole de la grandeur nationale ouzbèque. Les 7 kilomètres de tours de crânes érigés autour d'Ispahan et de Bagdad sont depuis longtemps retournés à la poussière. Les ossements se sont dispersés, le vent a emporté les cendres. Mais le souvenir demeure dans les chroniques et dans la mémoire collective des peuples qui ont souffert sous le joug du boiteux de fer. Cette bataille qui a aligné les crânes restera à jamais gravée comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire humaine.